Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Ma Nourriture, Ma Santé, 11e numéro. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Alors, chers téléspectateurs, ce direct vous permet de poser des questions aux experts qui sont avec nous ce soir. Il convient de rappeler que cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revue. Lors des précédentes émissions, nous avons parlé des causes de l'intoxication alimentaire liée au stockage, des causes issues des emballages, des causes issues de la transformation des produits. Vous savez, il n'est pas rare de voir par exemple des bouchers utiliser du papier ciment pour emballer la viande ou des vendeuses de jus naturel utiliser des bidons déjà utilisés plusieurs fois et pourtant cela a des conséquences sur la santé des consommateurs. Dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler en direct pour poser vos questions au 02 21 02 02. Ceux et celles qui nous envoient des vocaux WhatsApp utilisent déjà le numéro 79 22 39 39. Les numéros donc de Savane TV. Et je rappelle que vous suivez aussi cette émission sur nos différentes plateformes digitales, notamment sur la page Facebook de Savane Media et les plateformes de la Fondation Revue www.manourriture-du6masanté.bf. Partout sur ces différentes plateformes, vous pouvez interagir avec nous, poser des questions et faire des commentaires. Et même si vos questions n'ont pas de réponse immédiate, elles seront donc prises en compte lors des prochaines émissions parce que ce programme à télé est le vôtre. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Dr Raymond Poussian-Bari, attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies ILSAT, un institut du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et bonsoir chers téléspectateurs. Idem pour Dr Edwige Banla Ouboulbiga, attaché de recherche à l'IRSAT CNRST. Bienvenue. Bonsoir. D'accord. Et cette émission est la synthèse des émissions du mois de novembre sur l'intoxication alimentaire. Il convient de faire quelques rappels, docteur Bari, par exemple sur l'intoxication alimentaire pour cause de mauvaises habitudes de stockage. Oui, bon, faut rappeler encore, il faut dire, il y a intoxication alimentaire. Voilà, lorsque on tombe malade après avoir consommé un aliment qui a été contaminé. Voilà, contaminé soit par des agents physiques, chimiques et biologiques. Voilà, et cela est dû à plusieurs causes. Voilà, et c'est dû au stockage, à la transformation, à l'emballage qui n'est pas bien maîtrisé. Voilà, lorsque et même le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène. Voilà, donc toutes ces causes-là peuvent conduire à la contamination des aliments. Docteur Ouboulbiga, quelles sont les mauvaises pratiques de stockage qui peuvent justement conduire à l'intoxication alimentaire? Ok, donc les mauvaises pratiques donc, qui peuvent conduire donc, à l'intoxication alimentaire sont plusieurs. Et en fonction donc, des aliments, par exemple si on prend les aliments frais, donc, qui méritent d'être conservés donc, à des températures basses. Par exemple, quand on prend le lait, le poisson, donc si la chaîne de fraîcheur n'est pas respectée, donc les aliments peuvent être contaminés. Si l'emballage que vous utilisez aussi pour stocker, si ce n'est pas bien emballé, donc il peut y avoir donc, une contamination. Et si on prend au niveau des céréales, par exemple, si donc le magasin où vous devez stocker, ou bien si vous utilisez des produits donc, de conservation qui n'est pas donc homologués, ou bien qui sont très très toxiques, ou bien si vous ne respectez pas donc le délai donc d'attente donc de consommation, donc l'aliment sera contaminé et en consommant ça donc vous allez donc
ça va avoir donc des répercussions donc, sur vous. Donc, c'est surtout donc, les mauvaises pratiques vraiment de stockage, quand on ne respecte pas les règles, les normes donc, de stockage, donc le matériel qui est utilisé, le milieu donc, de stockage, et la personne même qui manipule, et aussi s'il n'y a pas de contrôle donc, pour voir donc, au cours de la conservation ou bien du stockage, donc est-ce que donc, les graines ou bien les fruits, est-ce qu'ils sont toujours stables, ne sont pas endommagés. Donc c'est ça qui contribue donc, à la contamination donc, de ces aliments pendant le stockage. Docteur Barry, un ajout sur les mauvaises pratiques de stockage. Bon, il faut dire, je pense qu'elle a déjà cité beaucoup, mais il faut dire pour bien stocker, il faut bien contrôler l'humidité et la température. Voilà, parce qu'il faut noter que les micro-organismes se développent mieux lorsque l'humidité est élevée et que la température aussi est élevée. Ce sont des conditions favorables pour le développement des micro-organismes. Donc, il faut maîtriser, voilà, il faut sécher, si ce sont des céréales et tout, il faut sécher d'abord, bien sécher avant de stocker. Voilà, il faut stocker dans une salle qui est aérée. Voilà, la salle n'est pas infestée, la salle doit être désinfectée. Voilà, donc c'est ce que je pouvais ajouter à ce qu'elle a dit. Docteur, vous l'avez dit tantôt, il faut contrôler la température. Alors, comment contrôler la température, l'humidité et même l'aération des espaces de stockage? Bon, pour l'aération des espaces de stockage, déjà, lorsque vous allez construire votre bâtiment, voilà, faut construire. Vous êtes en train de construire un bâtiment où vous allez stocker, voilà, des denrées alimentaires. Voilà, il faut laisser suffisamment d'espace lorsque vous stockez. Ne stockez pas jusqu'à atteindre le toit. Voilà, on voit souvent lorsque les gens stockent des sacs dans des magasins, voilà, ils empilent les sacs là jusqu'à atteindre le toit. Il n'y a pas suffisamment d'air qui circule. Voilà, et lorsque vous stockez, mettez des palettes et laissez des passages. Voilà, pour que de temps en temps on puisse passer pour inspecter, voir si les sacs là ne sont pas infestés. Voilà, maintenant vous pouvez utiliser par exemple des thermomètres pour contrôler la température. Voilà, mais pour ce qui est de l'humidité, bon, vous pouvez de temps en temps enlever les aliments, vos céréales et amener peut-être au DTH chez nous comme ça. Voilà, on arrive à avoir le taux d'humidité de votre aliment. Un ajout, docteur Ouboulbiga. Ok, donc par rapport au contrôle, donc, par exemple pour les produits frais, donc qui méritent d'être maintenus à température basse, donc quand on prend le lait, la viande, donc, ou bien les plats cuisinés, ça doit être conservé à des températures comprises entre 0 et 4 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut veiller à ce que votre réfrigérateur puisse maintenir donc cette température. Si ça doit être congelé, ça doit être en dessous donc de 18 degrés. Il faut aussi donc tenir compte de ça. Il faut contrôler que votre congélateur aussi fonctionne normalement. Donc en fonction de l'aliment, donc si c'est frais, c'est au réfrigérateur ou bien au congélateur. Si c'est sec, donc c'est dans des magasins qu'on peut stocker. Donc lui, il avait eu à parler. Donc, on peut contrôler l'humidité et pour aérer aussi, il y a des normes à respecter. Par exemple, en déposant donc les différents sacs, donc il faut des planches donc en dessous avant de mettre donc les sacs. Et aussi avec le mur, avec les différents, donc il faut 50 cm. Donc pour permettre donc une bonne aération et puis aussi pour prélever de temps en temps pour voir donc l'état donc des grains ou bien les céréales ou bien les légumineux par exemple, pour voir leur état, qui ne sont pas endommagés ou bien si l'humidité n'est pas élevée. Donc on peut amener au laboratoire pour analyser ou bien donc par visuel aussi, on peut essayer donc de voir si ces denrées alimentaires n'ont pas pris donc de l'humidité.
Docteur Barry, est-ce que les insectes, les rongeurs et les moisissures dans les magasins sont liés à ces problèmes de stockage-là? Oui, les insectes et les rongeurs bon, sont liés à ces problèmes de stockage. Voilà, parce que lorsque vous stockez mal, voilà, lorsque la salle n'est pas bien désinfectée, parce que vous n'avez pas bien lavé la salle et tout, voilà, ça veut dire que les rongeurs peuvent venir. Voilà, les rongeurs peuvent venir dans le magasin. Voilà, et ces rongeurs et ces insectes-là sont porteurs de germes. Voilà, ces rongeurs et ces insectes sont porteurs de germes. Et lorsque ces rongeurs et ces insectes-là se retrouvent dans votre aliment, voilà, ils vont contaminer l'aliment. Et lorsque on consomme ces aliments-là, voilà, ça va nous créer des malaises. Et quels sont les produits qui sont les plus sensibles aux contaminations durant le stockage? Est-ce que ce sont les céréales, les fruits et légumes, la viande, l'huile ou encore le lait? Ok, donc on avait dit, donc par exemple, les produits laitiers ou bien les produits carnés, donc sont très très sensibles à la détériorisation. Donc ces différents produits sont tellement sensibles. Donc il faut des températures basses. Et après ça, nous avons les plats cuisinés par exemple aussi qui sont très très sensibles aussi. Nous avons les fruits et légumes, puisque après récolte, donc il y a certains fruits qui continuent donc à mûrir. Donc il faut des températures basses, donc pour éviter la détérioration. Donc ces différents produits sont très très sensibles. Donc en ce qui concerne donc les contaminants donc alimentaires, et c'est ça même qui cause donc le plus même d'intoxication alimentaire. Donc quand on prend donc avec tout ce qu'on consomme. Allez-y, docteur Bailly, je sens que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, effectivement, il faut dire que les produits crus comme la viande, le poisson et tout, et le lait, c'est des produits qui sont vraiment sensibles. Donc, il faut les conserver vraiment à des basses températures. Voilà, lorsque vous les mettez au réfrigérateur, il faut les mettre au niveau, puisque dans le réfrigérateur, là, ce n'est pas la même température dans le réfrigérateur. Voilà, en fonction des réfrigérateurs, il y a certains réfrigérateurs, c'est en haut, où la température est plus basse qu'en bas, certains c'est en bas qui est plus bas qu'en haut. Donc vous regardez c'est à quel niveau les températures sont les plus basses et vous conservez ces aliments-là là-bas. Voilà, pour bien les maintenir au frais. Voilà, et puis ne pas rompre la chaîne de froid comme elle avait dit. Exactement, voilà. Parce que si on prend par exemple l'exemple du lait, souvent on a tendance à brancher le frigo, on a tendance à débrancher. Voilà, et ça c'est pas du tout bon. Lorsqu'on rompt la chaîne, puisque on disait que le froid est thermostatique. Le froid ne tue pas les micro-organismes, le froid ne tue pas les bactéries. Mais le froid empêche leur croissance. Vous voyez? Donc, lorsque vous mettez au congélateur, qu'après vous débranchez le frigo ou bien il y a coupure, bon, la charge bactérienne, le nombre de bactéries qui est là-bas vont se mettre à se multiplier. Vous voyez? Lorsque vous branchez encore, ça va s'arrêter. Lorsque vous débranchez, ça se multiplie. À un moment donné, le seuil, voilà, le seuil qui peut rendre les gens malades, là, ce seuil-là va atteindre. Voilà, et lorsqu'on consomme ces aliments maintenant, ça va nous créer des malaises. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'intoxication alimentaire liées par exemple au stockage à partager avec nous et puis les téléspectateurs? Bon, intoxication alimentaire liée au stockage. Je sais qu'au Burkina, ici, il y a eu plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Mais je sais pour la plupart des cas d'intoxication alimentaire, au Burkina Faso, que je suis au courant, c'est lié aux pesticides. C'est lié aux pesticides. Voilà, les gens qui partent, ils récoltent les fruits et légumes, voilà, ne les lavent pas bien et consomment. Voilà, ça peut leur causer des intoxications, des sous-intoxications. Maintenant, pour ce qui est du stockage, il y a des gens pour conserver l'aliment pendant longtemps, utilisent des produits chimiques qui ne sont pas conseillés. Voilà, par exemple, certaines personnes utilisent le formol pour conserver, par exemple, le poisson. Alors, on sait que le formol est très dangereux, c'est cancérigène. Voilà, donc ce sont des pratiques qui ne sont pas bien et qui causent beaucoup
Voilà, beaucoup de maladies. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, je rappelle que dans quelques instants, vous pourrez nous appeler en direct pour poser vos questions au 02 21 02 02. Je dis bien le 02 21 02 02. Ceux et celles qui nous envoient par exemple des vocaux WhatsApp utilisent déjà le numéro 79 22 39 39 pour poser vos questions. On parle aussi des cas d'intoxication alimentaire liés aux emballages. Expliquez-nous dans des termes simples, est-ce que certains types d'emballages peuvent contaminer les aliments? Ok, par rapport aux emballages, donc avant donc de répondre à votre question, donc je vais définir qu'est-ce qu'un emballage. Okay. Donc c'est tout objet issu donc de différents matériaux, donc destiné à contenir l'aliment, à le protéger, à le stocker et aussi à le transporter donc d'un point A à un point B. Donc tout en préservant donc sa qualité donc sanitaire. Donc par rapport donc à la question, donc ça veut dire que en fonction de l'emballage, donc par exemple si je prends le cas donc des plastiques, donc il peut avoir donc une migration donc des substances chimiques contenues donc dans les emballages vers donc l'aliment, surtout dans des conditions par exemple quand à haute température par exemple, il y aura donc une migration ou bien un transfert donc de ces substances chimiques donc qui sont très très toxiques donc pour l'organisme. Donc il peut se retrouver donc dans l'aliment. Et aussi ça peut être l'aliment lui-même. Par exemple si on prend les aliments gras par exemple, donc ça peut donc rentrer dans l'emballage et en même temps l'emballage encore va donc retourner donc ces substances donc dans l'aliment, donc constituer donc un danger donc pour le consommateur. Exactement. Docteur Barry, vous avez quelque chose à Ah ajouter? Oui, pour ce qui est des emballages, c'est courant. Hein. Voilà, si vous sortez du site même, peut-être au niveau de la réserve à côté là, vous allez voir des gens qui vendent peut-être de la viande. Voilà, ils emballent dans quoi? Ils emballent dans des papiers ciment. Exactement. Voilà, et les ciments, ce sont il y a des substances chimiques. Le ciment, est-ce que le ciment, ça se mange? Le ciment, ça ne se mange pas. Alors qu'ils emballent dans des papiers ciment. Voilà, et c'est comme ça. Donc, c'est pas du tout normal. Voilà, Il n'est pas rare aussi les de consommateurs doivent être exigeants. Le consommateur doit être exigeant. Voilà. Parce que c'est vous qui payez. Voilà, vous achetez quelque chose pour vous nourrir. Voilà, ça ne serait pas intéressant de tomber malade en voulant vous nourrir. Ou bien même d'en mourir, parce que certains peuvent mourir pour ça. Voilà, donc ça ne sera pas intéressant. Lorsque vous arrivez quelque part, que ces personnes-là mettent dans des emballages qui ne vous conviennent pas, alors il faut leur faire savoir que vous n'êtes pas d'accord avec. Voilà, vous pouvez même laisser puis partir, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Vous avez pris l'exemple du papier ciment. Il n'est pas rare aussi de voir, par exemple, des vendeuses de jus naturel vendre du jus naturel avec des bidons en plastique déjà utilisés par d'autres personnes, telles que le bissap, le zomkoum. Ah oui, ça aussi c'est un peu compliqué parce que les dames là, on sait où ils ramassent ces bidons là. Voilà, parce que on voit des enfants qui ramassent des bidons dans des poubelles. Des poubelles et puis dans des coins où il y a beaucoup d'ordures. Ils ramassent les bidons là-bas et ils partent recycler. Bon, ils le font comment? Est-ce qu'ils prennent le temps de bien laver et de bien désinfecter avant de mettre... Bon, comme ce sont des bidons plastiques, on ne peut pas les stériliser. Voilà, donc c'est compliqué. Bon, mais je pense que maintenant, il y a des bidons neufs qui sont scellés. Voilà, bon, voilà, ils peuvent utiliser ce genre de bidons-là pour vendre leur jus. Voilà. Et quels sont les signes d'un emballage dangereux? Les signes d'un emballage donc dangereux. Donc, quand on prend par exemple un emballage, on voit que c'est perforé, ou bien c'est bombé, ou bien si on prend le cas donc des emballages en verre, s'il y a des rayures, donc il faut dire que ces emballages donc ne sont pas donc de bonne qualité.
Nous allons à présent suivre un micro-trottoir qui a été donc réalisé par Cynthia Zungrana et nous revenons pour la suite de l'émission. Pour ce qui est du transport, déjà, vous avez parlé tantôt par exemple du transport d'aliments. Nous voyons dans la ville certains bouchers qui reviennent de l'abattoir avec la viande directement sur leur moto, juste recouvert à moitié. On sait toute la contamination que ça peut prendre. Donc du coup, il serait bien de trouver des moyens plus adaptés. C'est-à-dire, par exemple, dans les marchés, les bouchers peuvent se mettre en association et trouver un véhicule fourgon et transporter toute la viande de ce marché-là sur site, de sorte à éviter toute contamination, non seulement par la poussière, mais également par d'autres bactéries. Pour ce qui concerne par exemple les aliments, ça, je pense qu'aujourd'hui, on a des emballages plus adaptés. Notamment, il y a du papier aluminium, nous avons des kits et aussi il y a le papier film qu'on peut utiliser pour recouvrir, pour éviter la contamination. Pour terminer avec l'usage des bidons. C'est vrai, on sait que les bidons, c'est recyclable. Mais en même temps, est-ce que c'est la bonne façon que nous avons? Parce que tantôt, on ne sait pas d'où sort la majorité de tous les bidons. Parce que nous voyons de nos jours là plusieurs personnes qui ramassent les bidons dans des caniveaux, qui les ramassent dans des dépotoirs. Et c'est ces mêmes bidons qui seront lavés. Mais peut-être juste à la légère, avec juste de l'eau, du savon, qui nous savons ne sont pas toujours adéquats pour tuer toute souche de bactéries. Du coup, est-ce que ce ne serait pas plus simple de créer un cadre légal où on sait que ce serait une usine ou une manufacture de recyclage de bidons et subventionner cela pour que celles qui utilisent aussi les bidons pour leur commerce puissent aller là-bas et puissent se procurer les bidons. Je pense que l'idée, ce serait mieux s'il y a au moins un petit service que le gouvernement met en place pour qu'on puisse passer de temps en temps voir les trucs là, les vendeurs ambulants là, et ceux qui sont assis même devant les portes pour essayer de voir comment ils vendent les trucs, dans quelles conditions ils préparent les trucs pour vendre à la population. Maintenant, je pense que ça peut vraiment nous aider. Sinon, là c'est un peu compliqué. Au moins, si vous allez vous promener dans toute la ville de Ouagadougou, au moins prenez je sais pas comment dire. Prenez le temps d'emballer bien vos nourritures dans des plastiques avant de traverser la poussière pour aller vendre ça aux gens. Et puis bon, je pense que ça serait un peu mieux, quoi. On doit les interpeller, c'est mieux. Parce qu'il y a d'autres qui savent que c'est pas bon, mais ils le font. Tout ça là pour de l'argent, mais bon. Un bout d'argent qui va finir par rendre beaucoup de gens malades, c'est pas bon. Je pense que sur ce côté que vous parlez, je pense que chacun de nous doit avoir au moins une idée sur la chose, comment au moins emballer la nourriture, parce que la meilleure chose, la protection. Je pense qu'il faut avoir au moins des vitres et pouvoir protéger la nourriture. Souvent aussi dans les kits. Je pense que les emballages aussi sera quelque chose de très 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 important aussi sur le côté propriété. En parlant de transport, je pense que l'homme même de droit doit avoir au moins quelque chose avec lui particulièrement, soit avoir au moins des caoutchoucs en plastique là, bien emballés, voilà, mettre la nourriture, soit qu'il fait une caisse quand même avec des vitres pour pouvoir transporter la nourriture. Je pense que c'est encore plus mieux que de mettre dans les sachets et soit de mettre dans les marmites sans fermeture. Par rapport aux nourritures, les emballages et autres là, je crois que en tout cas dans un environnement sain, la nourriture en tout cas doit être bien protégée. À commencer même d'abord à celui qui vend la nourriture, bien emballée, et son coin doit être sain. Et ceux qui transportent aussi ces nourritures-là aussi, depuis l'abattoir aussi jusqu'à leur coin de préparation, en tout cas, ils doivent bien protéger ces aliments-là. Si on peut vraiment exhorter, vraiment, même au niveau du gouvernement même, exiger à ces gens-là, depuis l'abattoir, pour transporter leur viande, en tout cas jusqu'au restaurant, ils doivent en tout cas trouver des moyens adéquats. Au moins, même c'est des cases, même des menuisiers qui peuvent faire en tout cas certains trucs comme ça pour mettre dans des papiers aluminium par exemple. Voilà, ils peuvent très bien protéger leur nourriture comme ça, depuis l'abattoir jusqu'à leur coin de restaurant, pour que ça soit sain
Et leur coin aussi, leur restaurant aussi, ou leur lieu de vente aussi, doit être vraiment très bien entretenu. Nous venons donc de suivre un micro-trottoir. Je rappelle que ce micro-trottoir a été réalisé par Cynthia Zungrana. Docteur Barry, réaction? Alors déjà, merci pour ce micro-trottoir. Voilà, je pense, après avoir écouté le micro-trottoir, je pense que la population burkinabé, ils sont informés. Voilà, ils savent que ce qui se passe n'est pas normal. Voilà, le fait de transporter la viande sur des motos comme ça, c'est pas bien, c'est pas normal. On disait tantôt que la viande, c'est un aliment sensible. C'est un aliment cru et frais. Voilà. Les transporter comme ça, les micro-organismes se retrouvent partout. Les micro-organismes sont dans l'air. Voilà. Donc, ça veut dire de l'abattoir jusqu'au niveau de leur boucherie. Bon, mais ils sont en train de ramasser des micro-organismes tout au long du chemin. Vous voyez, la viande doit être transportée dans des chambres froides. Dans des véhicules où il y a des chambres froides. Voilà, et je pense que l'IRSAT a conçu un taxi-moto. Voilà, taxi-moto où c'est en même temps chambre froide. Voilà, donc je pense que ces bouchers-là, voilà, peuvent s'approcher de l'IRSAT. S'ils ne savent pas, je suis en train de leur donner l'information. Voilà, peuvent s'approcher au niveau de l'IRSAT. Là-bas, il y a ces taxis où il y a les chambres froides, c'est bien protégé. Voilà, ils partent à l'abattoir, ils prennent leur viande. Et ils arrivent ça au niveau de leur boucherie et c'est très sain. Voilà, ils ne rendent personne malade. Et même au niveau de leur boucherie, voilà, ils doivent à l'intérieur de leur boucherie pratiquer les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas seulement de bien transporter. Voilà, vous avez respecté, vous avez bien transporté dans les chambres froides, mais lorsque vous arrivez au niveau de votre boucherie, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Voilà, le bois où ils coupent ces choses-là, le bois là, est-ce qu'ils prennent le temps de bien nettoyer? Est-ce qu'il n'y a pas de contamination croisée et tout et tout? Voilà, donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Souvent aussi, on accroche la viande dans la poussière. Voilà, c'est accroché. Vous arrivez, vous voyez la viande est accrochée, la poussière partout. Il y a des mouches qui se posent dessus. Et bien, les mouches là, ils peuvent se retrouver. Il y a une poubelle à côté, il y a des caniveaux. Voilà, les mouches là, ils quittent là-bas, ils reviennent, ils se posent sur la viande et alors, c'est compliqué. Et les consommateurs consomment. C'est très nocif, très nocif pour la santé. Ok. Docteur Obolbiga a une réaction sur ce micro-trottoir que nous venons justement de suivre. Ok. Par rapport donc au transport, il faut dire que vraiment, le transport, donc, c'est une étape critique donc, de la chaîne donc, alimentaire. Donc, même si le producteur, bien le transformateur a pris le soin donc, de garantir donc, un produit donc, de qualité, donc si les conditions donc, de transport ne sont pas réunies, donc on se retrouve donc, avec un aliment donc, contaminé. Donc, surtout, par exemple, la viande donc, qu'ils ont eu donc, à signaler. Donc, parfois, on voit donc dans les villes donc des gens qui transportent par exemple la viande donc sur des motos en plein air. Donc tout le trajet donc cette viande est exposée donc à la contamination alimentaire. Il y a plein d'autres denrées alimentaires aussi. Donc les pratiques donc de stockage et de transport donc ne sont pas respectées. Donc alors que si à ce niveau l'aliment donc est contaminé, donc au niveau du stockage jusqu'à la consommation, donc la multiplication donc des micro-organismes ou bien des mycotoxines vont continuer. On a parlé aussi par exemple donc ceux qui utilisent donc réutilisent donc les bidons. Donc il faut dire que l'idéal c'est d'utiliser donc des bidons neufs. Et parce que pour utiliser et réutiliser donc ces bidons, il faut vraiment prendre le soin donc de bien laver, désinfecter. Et c'est dire qu'il n'y a plus donc de contaminants susceptibles donc de nuire à la santé donc du consommateur. Il y a aussi par exemple les vendeurs donc au niveau donc des bords donc des rues donc où qui ne respectent pas vraiment donc, les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, ils ont parlé, par exemple, donc quelqu'un qui vend donc, des galettes, on voit que ce n'est pas bien couvert,
c'est exposé donc à l'air libre, à la poussière, donc tout ce qui est susceptible donc de contaminer l'aliment, l'aliment est exposé donc à ça. Donc c'est vraiment de bien prendre le soin donc de respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Et parlant justement du transport de la viande, je pense que nous allons faire une mention spéciale à la police municipale qui essaye en tout cas de lutter contre cette pratique-là. La brigade là-bas a effectué également une sortie la dernière fois sur un site d'abattage. Oui. Effectivement, je pense que c'est cette brigade là-bas, il faut la féliciter. Hein. Voilà, il faut féliciter la brigade là-bas pour ce travail énorme qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain. Exactement. Voilà. Nous allons à présent ouvrir l'antenne pour nos téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler au 02 21 02 02 pour poser directement vos questions aux experts qui sont avec nous ce soir. Mais bien avant, en attendant en tout cas les appels, est-ce que le soleil ou la chaleur ou encore les flammes peuvent rendre les emballages alimentaires toxiques? Oui, le soleil et tout peut rendre les emballages alimentaires toxiques, notamment les plastiques. Voilà, puisque le rayonnement du soleil, voilà, lorsque ça agit sur les plastiques, voilà, vont favoriser le transfert des composés chimiques, voilà, des plastiques là, vers l'aliment. Lorsque vous voyez l'eau qu'on vend dans les boutiques, vous voyez, lorsque vous partez au niveau des boutiques, voilà, les boutiquiers stockent l'eau à même le sol et même pas à l'abri du soleil. C'est pas couvert. Voilà, donc le soleil, les rayons sous ce soleil-là vont favoriser le transfert de composés chimiques au niveau des sachets plastiques là, à l'intérieur de l'eau. C'est pas rare de prendre un sachet d'eau et vous sentez que le goût de l'eau a changé. Oui. Voilà, donc c'est tout ça. D'accord. Des téléspectateurs ont également fait des interventions via le numéro WhatsApp 79 22 39 39 en complicité avec la régie. Nous allons écouter une intervention. Je suis Madame Lalsara et c'est avec grand plaisir que je suis votre émission. Maintenant, la question que je voudrais poser, moi par exemple, j'ai l'habitude de payer la viande avec comme emballage le papier du ciment. Donc, je voudrais savoir l'impact sur ma santé, les retombées que j'aurai à long terme. Et également, les bidons de Brafaso qui ne sont pas scellés, qu'on vend souvent avec les jus naturels là. Merci et bonne soirée à vous. Nous venons donc d'écouter l'audio. Docteur Barry, une réponse à la question de la dame. D'accord, je vais dire merci à la dame, merci pour l'intérêt qu'elle porte à cette émission. Voilà, il faut dire que acheter la viande dans du papier ciment n'est pas bien. Voilà, on ne doit pas emballer la viande là dans du papier ciment. Voilà. Parce qu'on disait que le ciment là, il y a des produits chimiques. Voilà, donc forcément, il y a des effets néfastes sur la santé. Lorsque vous allez arriver à la maison, est-ce que vous aurez suffisamment le temps? Est-ce que le lavage et tout qu'on va pratiquer sur la viande à la maison, c'est suffisant pour pouvoir enlever tous ces composés chimiques là sur la viande? Voilà, donc c'est pas conseillé. Voilà, d'acheter la viande avec du papier ciment. Je pense que ma collègue pourra ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Ok, merci à la dame donc pour la question. Donc concernant donc
le carton ou bien le papier donc destiné à emballer donc le ciment. Donc il faut dire que cet emballage donc c'est pas destiné aux produits alimentaires. Donc de un. Deuxièmement, donc la plupart utilisent donc cet emballage donc qui a été utilisé donc pour le ciment. Donc ça veut dire que il y a les toxines donc de l'emballage et aussi les toxines donc du ciment qui peuvent donc se retrouver donc dans l'aliment. Par exemple, si on prend les encres qui se retrouvent donc dans les emballages, donc il peut s'avérer toxique. Donc par exemple, si on prend le biphénol, donc ça peut être très très toxique donc pour la santé. Donc c'est pas vraiment des emballages adaptés donc pour les produits alimentaires. Et elle a parlé aussi donc des bidons. Donc on avait eu à parler de ça aussi. Donc ça veut dire que peut-être ce sont des emballages endommagés. Donc ces emballages donc ne doivent pas être ne doit pas contenir donc des aliments. Donc ne doit pas se retrouver donc sur la place donc marché. Docteur Barry, est-ce qu'il faut choisir les emballages en fonction des produits? Oui, il faut choisir les emballages en fonction des produits. Voilà, donc je pense que si vous voulez par exemple conserver du jus, voilà, du jus, c'est mieux de le conserver dans des emballages, même si ce sont des emballages en bidon là, ça doit être des bidons qui sont scellés. Alors lorsque vous voulez les conserver dans des bouteilles, il faut que ce soit des bouteilles, même si vous recyclez, voilà, faut les pasteuriser. Alors, il faut les pasteuriser avant de les conserver là-bas. Voilà, et puis bon, par exemple pour les oignons. Voilà, les oignons, vous voyez, les oignons, on les conserve, on les met dans des sacs un peu grillagés, voilà, pour permettre le passage de l'air, voilà, à l'intérieur. Donc, on ne peut pas conserver, par exemple, les oignons longtemps dans des sacs comme si on conservait, par exemple, le maïs. Voilà. Il y a ceux aussi qui utilisent le journal papier pour emballer les gâteaux. Oui, c'est ce même problème. Hein. Le journal papier ne peut pas être utilisé comme emballage pour les gâteaux. Voilà, puisque le journal papier, peut-être ils sont allés prendre ça où ça. Voilà, ils prennent le journal papier partout. Le papier journal partout. Hein. Voilà, donc il y a déjà les micro-organismes, il y a déjà les germes pathogènes sur le papier journal. Voilà, donc lorsque vous prenez, que vous emballez le gâteau, voilà, ces germes-là vont se retrouver sur le gâteau et vous allez consommer et ça va vous rendre malade. Après plusieurs manipulations, voilà, on prend au quotidien, on fait, après ça se retrouve voilà, c'est le marché. C'est le marché. D'accord. On espère en tout cas que le message est bien passé. Et justement, quel message, Dr Oubilbiga, quel message vous avez à l'endroit de ces personnes-là? Les personnes qui utilisent donc ces emballages, c'est vraiment de ne pas regarder leur profit, de penser donc à la santé donc du consommateur, parce que eux-mêmes ce sont des consommateurs ou bien leur entourage même peut consommer donc ces aliments. Donc s'ils tombent malades, donc c'est eux aussi donc ils vont contribuer donc à soigner donc cette personne. Donc c'est privilégier vraiment la santé du consommateur en faisant le choix donc des emballages. Donc éviter vraiment les emballages qui peuvent nuire donc aux consommateurs. La transformation alimentaire est une étape critique où plusieurs dangers peuvent conduire à l'intoxication alimentaire. Docteur Barry, comment un produit peut être contaminé durant la transformation? D'accord. Donc, il faut dire que on dit un produit est transformé lorsqu'on fait quitter ce produit-là de son état d'origine à un autre état. Voilà, même seulement la cuisson. Lorsqu'on fait cuire un produit, on dit que ce produit-là est transformé. C'est un produit déjà transformé. Voilà. Donc, pendant ce processus-là, il y a certaines pratiques, règles simples qui ne sont pas respectées. Lorsque vous prenez, par exemple, un aliment, que vous ne vous lavez pas bien les mains. Vous voyez,
Voilà, vous avez passé la journée à vous promener dans la ville, vous venez à la maison, vous voulez préparer et vous prenez votre aliment, vous ne vous lavez pas bien les mains et vous commencez à découper les choses. Vous pouvez contaminer déjà votre aliment au cours de cette transformation-là. Voilà, donc il y a beaucoup. Au niveau de la transformation, il faut respecter les 5 M. Voilà. La matière première doit être bien. Voilà, le milieu de travail doit être sain. Voilà, la méthode que vous utilisez pour la transformation doit respecter les règles d'hygiène. Voilà, le matériel, les ustensiles, si c'est à la maison, les ustensiles de cuisine et tout que vous utilisez là doivent être propres. Voilà, si un de ces éléments n'est pas propre, il faut savoir que vous allez contaminer votre aliment déjà. Voilà. Docteur Oubilbiga, un ajout? Ok, donc comme il a si bien dit, donc si les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication ne sont pas respectées, donc l'aliment peut être contaminé. Donc il a parlé donc des 5 M. Si les 5 M, donc ça veut dire que si vous êtes dans la transformation, par exemple, votre infrastructure doit être donc respecter certaines normes. Donc l'emplacement, ça ne doit pas être donc au bordure donc des poubelles ou bien des eaux usées. Et il faut assainir donc le milieu. Et il y a la matière première qui doit être de bonne qualité. Donc s'assurer que la matière première est de bonne qualité. Donc ça va depuis la réception, le stockage jusqu'au déstockage. Et nous avons aussi donc le matériel, donc il doit être adapté donc aux produits alimentaires. Par exemple, on recommande surtout l'inox qui doit être utilisé. Il faut tout le temps, avant, après, au cours, donc bien nettoyer donc le matériel. Nous avons aussi la méthode. Donc, par exemple, si au cours de la préparation ou bien la transformation, si la méthode n'est pas bien respectée. Par exemple, si vous prenez donc le cas donc de la contamination donc mixte, par exemple des produits crus avec des produits non finis déjà, ou bien des produits sales avec des produits propres. Donc l'aliment se retrouve contaminé. Donc c'est vraiment de respecter donc les 5 M pour éviter donc de contaminer donc les aliments. Ça va de soi au niveau domicile pour la préparation, au niveau des industries de transformation alimentaire, au niveau de la restauration. Donc il doit respecter les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication pour avoir donc des produits de bonne qualité. Alors nous avons une intervention au niveau donc du numéro WhatsApp en complicité avec la régie. Nous allons écouter l'intervention. Voilà, cette émission est la bienvenue parce que vraiment ça va beaucoup sensibiliser ceux qui n'ont rien compris par rapport à l'hygiène et l'intoxication alimentaire. Et moi, je suis pratiquement contre ceux qui transportent la viande sur les motos dans une manière vraiment impitoyable, que même si tu vois de la manière que c'est transporté, même, tu n'as même plus envie de manger même de la viande, quoi. Voilà, même quand tu vois la viande quelque part, tu crois que c'est le même scénario qu'on a transporté et ça coupe l'envie. Donc, j'aurais voulu que vraiment on sanctionne sévèrement ceux qui transportent la viande sur les motos parce que c'est pas adapté, c'est même pas bien. Voilà. La viande doit être transportée dans des camions frigorifiques, voilà, pour préserver vraiment la population de tomber malade dans ces genre de situations-là. Voilà. Donc, pour éviter l'intoxication alimentaire, c'est toujours ça, de bien contrôler tout ce qu'on met dans le ventre. Parce qu'une fois quand on met dans le ventre, on ne contrôle plus, hein, et après ça devient des maladies, certains même meurent même à cause de tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment continuer la sensibilisation, quoi. Voilà, parce que chacun doit protéger sa propre santé. Voilà, c'est la meilleure solution. Donc vraiment, l'émission est la bienvenue. Nous demandons vraiment que ça se poursuive. Voilà, pour quand même sensibiliser une grande partie de la population.
Voilà, que ceux qui n'ont rien compris peuvent comprendre que désormais, il faut vraiment protéger tout ce qu'on met dans la bouche. Voilà, bon vent à vous et vraiment, c'est impeccable. Merci beaucoup. Nous venons donc de suivre une intervention. Docteur Barry, une réaction. Hein? Ah oui, bon, mais d'abord, avant de réagir à l'intervention du monsieur, que je salue déjà, voilà, je vais revenir encore sur les 5M parce que je pense qu'on n'a pas fait le cas même de la main-d'œuvre. Voilà, on n'a pas parlé, on a parlé du matériel, on a parlé de la matière première, on a parlé de tout, mais l'opérateur même, la personne même qui travaille, qui transforme, voilà, la personne qui transforme doit vraiment être propre. La personne qui transforme doit vraiment être propre. Il faut porter des habits qui sont propres. Vous ne pouvez pas être là en train de faire des jus et puis vous êtes en train de parler sans porter des cache-nez. Vous voyez, contaminer votre aliment. Voilà, à un moment donné, vous êtes en train de faire votre transformation et puis vous avez des besoins naturels. Ce sont des besoins naturels. Il faut aller. Voilà, mais lorsque vous enlevez, si c'était des blouses, vous enlevez les blouses, vous les déposez. Vous partez, lorsque vous revenez, bon, il faut bien se laver les mains, voilà, avant de continuer. Sinon, vous allez contaminer encore votre aliment. Voilà, même si le milieu est bien, le matériel est bien, la matière première, si vous-même, voilà, vous n'êtes pas ordonné et propre, vous contaminez déjà l'aliment. Voilà, maintenant, pour revenir à l'intervention du monsieur, voilà, bon, comme je dis, je le salue déjà pour son intervention. Voilà, et puis ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà, lorsqu'on voit les gens transporter, la manière de transporter la viande, vraiment, ça ne donne pas l'appétit, ça ne donne pas l'envie de consommer. Voilà, je pense que la sensibilisation doit se poursuivre. Et puis le consommateur burkinabé doit être exigeant. Voilà, nous ne sommes pas assez exigeants. Le consommateur burkinabé n'est pas assez exigeant. Voilà. Vous allez voir un monsieur qui transporte quelque chose de ces gens-là. Lorsque vous allez vouloir l'interpeller, bon, vous allez, par exemple, si c'est au niveau de la boucherie, si vous êtes en train de l'interpeller, mais peut-être quelqu'un d'autre va venir acheter et partir. Voilà, donc on n'est pas exigeant. On doit être exigeant, on doit penser à notre santé. Voilà, c'est ça. Docteur Oubulbiga? Ok, donc par rapport au transport vraiment des denrées alimentaires, comme le cas donc de la viande, c'est vraiment un problème sérieux qu'il faut prendre compte. Donc, et il a parlé donc de sensibilisation. Donc, il faut vraiment des contrôles donc et aussi des sanctions aussi par rapport à ça. Surtout vraiment ceux qui ne respectent pas donc de bonnes pratiques donc, de transport. Donc, vous voyez vraiment dans les villes, donc, beaucoup transportent donc, la viande donc, sur des motos. Entre les jambes, donc, ça contamine vraiment l'aliment. Donc, c'est parce que je sais qu'il y a des consommateurs, ils n'ont pas le choix. Donc, ils sont obligés donc, de payer parce que la plupart, donc, c'est comme ça. Ou bien là où on se dit qu'en tout cas, la qualité est garantie, parfois donc le prix est très élevé aussi. Donc peut-être c'est ça, sinon les gens sont conscients donc de leur santé. Donc s'il a eu à parler de ça, d'autres aussi ont eu à parler de ça, c'est que c'est vraiment un problème sérieux. Exactement. Il y a aussi l'exemple des vendeurs de la viande grillée, par exemple. Hein. Je prends cet exemple-là. Vous demandez de la viande, peut-être le monsieur, avant de couper la viande, il s'est mouché ou je sais pas, il a fait ses besoins. Et maintenant, il revient pour couper la viande. C'est pas du tout c'est pas bon. agréable. On parlait tantôt de l'opérateur, du personnel même qui travaille. Voilà, le personnel qui travaille doit être vraiment propre. Voilà, vous ne pouvez pas peut-être vouloir servir de la viande après aller vous moucher et revenir. Pas seulement la viande, pas seulement la viande. La viande, je peux dire peut-être, bon, c'est la viande grillée, mais si c'est la viande crue, peut-être vous allez arriver à la maison, vous allez laver et tout. Mais qu'en est-il de, par exemple, les femmes qui vendent, nos sœurs ou nos mamans qui vendent le pain à bord des routes le matin. Mais elle est seule. Elle prend l'argent et en même temps, elle enlève le pain, elle coupe
Voilà, et elle met les condiments. Le pain, là, vous prenez le pain, vous ne lavez pas le pain. Non. Vous ne lavez pas le pain. Non. Voilà, vous voyez, l'argent est quitté où l'argent passe partout. Donc, c'est vraiment compliqué. Les boutiquiers au quartier. Vous voyez, le monsieur, il arrive le matin, il ouvre sa boutique. D'abord, il laisse la boutique fermée, il part prendre son pain, il vient. Il ouvre sa boutique, il commence à balayer. Il balaye, et quand quelqu'un vient, je veux du pain, il part, il enlève le pain et il sert. Voilà, il n'a pas de gants où il va mettre ça, mais il ne lave pas rien. Nous les observons au quartier. Vous voyez. Bon, pour ma part, souvent j'essaie de sensibiliser, j'essaie de parler, mais je vous assure que les gens savent, mais ils n'écoutent pas. C'est ça, justement. Voilà. En tout cas, on espère que le message est très bien passé. Nous sommes à la fin de l'émission. Docteur Ouboulbiga, quelles sont selon vous les précautions nécessaires? On va encore rappeler pour les précautions qu'on peut prendre pour réduire, voire même éviter les risques d'intoxication alimentaire de façon générale. Ok, de façon générale, donc c'est vraiment le respect donc des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, le respect des règles et des normes aussi. Donc il faut réunir. Donc au niveau par exemple de la transformation, la conservation ou bien le stockage, donc il faut respecter donc l'hygiène du matériel, du stockage ou bien de fabrication ou bien l'emballage même. Et au niveau donc la personne qui manipule doit être en bonne santé, doit être propre, donc pour ne pas contaminer donc même dans nos cuisines. Donc la personne tu veux préparer, il faut vraiment respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Et les aliments donc que nous achetons avant de transformer aussi doivent être sains. Donc pour ne minimiser donc la contamination. Et aussi donc il y a la méthode. Donc il faut maîtriser la méthode aussi, parce que si on maîtrise pas, tout cela peut concourir donc à la contamination donc de l'aliment. Donc il faut vraiment respecter les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, et surtout les normes et les réglementations aussi, au niveau national et international aussi. Merci bien pour ce message, Docteur Barry. Vos derniers conseils? Oui, moi, c'est d'appeler les transformateurs, les producteurs, voilà, de penser voilà, à la vie des consommateurs. À la vie des consommateurs. Ne pensez pas seulement à votre argent. Voilà, on a parlé des bouchers, on a parlé de tout, mais on n'a pas parlé des restaurateurs. Les restaurants. Voilà, on n'aura pas le temps d'évoquer ce qui se passe au niveau des restaurants. Mais bon, c'est qu'au niveau des restaurants, il y a un problème sérieux au niveau des restaurants. Bon, j'espère que peut-être on aura un autre jour où nous allons revenir sur ce qui se passe au niveau des restaurants. Voilà, pour interpeller chacun vraiment, voilà, parce que ça y va de notre bien-être et de notre santé. D'accord. Merci bien. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Ma nourriture, ma santé. Alors, c'est tout pour ce 11e numéro. Et nous espérons que cette émission vous a apporté un plus grâce aux réponses des experts qui sont sur ce plateau. C'était en tout cas un plaisir pour moi de recevoir nos invités sur ce plateau. À ma droite, Dr Edwige Bahala Ouboulbiga, attaché de recherche à l'IRSAT. Docteur Raymond Poussian-Barry, attaché de recherche à l'IRSAT, je rappelle, un institut du Centre national de recherche scientifique et technologique en abrégé, IPSAT. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de production et réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. Notez bien, tous les lundis à partir de 21h sur Savane TV. Les échanges continuent sur les plateformes digitales de Savane TV comme de la Fondation Revie. www.manourriture-du6masanté.bf. On se dit bye bye et à très bientôt.